Le grand entretien, l'émission politique d'RCJ reçoit ce matin Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP, cofondateur du courant La Droite Forte. À mes côtés, Yves Derey. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCJ. De nombreux sujets s'imposent dans l'actualité de ce week-end. Commençons, si vous le voulez bien, par la situation au Mali. François Hollande était hier dans le pays après 3 semaines d'intervention militaire. On a vu le chef de l'État acclamé par la foule à Bamako, à Tombouctou. Il a été accueilli en véritable libérateur. Une première question, Guillaume Pelletier. Est-ce que, pour vous, François Hollande est désormais devenu un chef de guerre ? Oui, il faut le reconnaître. On avait tendance à oublier en France que le président de la République est aussi le chef des armées. Et c'est vrai que les images hier de François Hollande à Bamako font chaud au cœur quand on est patriote, quand on aime son pays et quand on voit la France retrouver ce rôle de puissance, d'équilibre, de contrepoids, ce rôle de porte-parole des nations libres et de porte-parole des droits de l'homme. Ça m'a beaucoup rappelé évidemment les images de Nicolas Sarkozy en Libye par exemple et tout ce que Nicolas Sarkozy puis François Hollande ont su réorienter dans le domaine de la politique étrangère dans la droite ligne de ce qu'avait fait par exemple Jacques Chirac puis Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU en 2003. Quand la France retrouve dans la tradition gaulliste et gaullienne sa puissance internationale, quand on voit par exemple ce matin une interview du secrétariat d'État américain qui salue l'initiative et l'action de la France en s'en disant même fiers, eh bien nous sommes fiers, oui, d'être français. Yves Derey. Oui, Guillaume Pelletier, vous vous souvenez sans doute des propos tenus par vous-même, vos amis pendant la campagne sur François Hollande. Il était mou, il savait pas décider, etc., etc. Est-ce que vous l'imaginiez dans cette position-là dans laquelle on le découvre en ce moment ? Alors, tout d'abord, pour être totalement honnête et transparent par rapport à votre question, celles et ceux qui le traitaient de mou, avant même nous, c'était ses propres amis. On s'en souvient que le terme mou avait été utilisé par Martine Aubry. Oui, quand c'est mou, c'est flou, etc. Mais vous avez largement repris ces propos quand même. Hein. Oui, parce que et c'est d'ailleurs une réalité sur la scène intérieure, sur la scène nationale. On va en reparler, je pense, sur un certain nombre de sujets. Mais je crois que quand on revêt la fonction présidentielle, il y a des circonstances, des événements qui vous poussent au-delà de vous-même. Et moi, vous voyez, on n'est pas dans le sectarisme. En tout cas, je ne veux pas, moi, être un homme politique sectaire. François Hollande a d'innombrables défauts sur la scène intérieure, mais il a su, sur cette question malienne, sur cette question internationale, porter la voix de la France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous l'avez vu d'ailleurs, l'UMP tout entière lui a apporté à l'Assemblée nationale un soutien très fort sur cette question-là. On aurait d'ailleurs aimé que le Parti socialiste fasse de même à l'époque pour Nicolas Sarkozy sur la question ivoirienne. Guillaume Pelletier voulait juste dire que le Mali est en train de révéler la véritable nature de François Hollande. Vous savez, il ne faut pas être excessif des deux côtés. La situation malienne révèle la capacité du président de la République à être ce qu'il doit être, c'est-à-dire un chef des armées, un chef de guerre. Pour autant, ça n'enlève rien de ses défauts et des péripéties qui gouvernent à sa gouvernance, justement, depuis maintenant près de 250 jours à la tête de la France. Mais je crois qu'il faut bien dissocier les deux choses. On l'avait vu d'ailleurs pour d'autres présidents de la République. Rappelez-vous pour Jacques Chirac, qui était très contesté en France sur sa politique nationale, mais qui était très apprécié à partir de 2003, par exemple, sur sa capacité à porter la voix de la France. C'est toujours deux choses très différentes. On peut être très populaire sur les questions internationales et très impopulaire sur les questions nationales. Attendons pour tirer des conclusions définitives. Ça ne fait que quelques semaines qu'il y a la question malienne, mais moi je le dis, j'étais fier hier de voir ces images avec le peuple malien acclamé autour du président Traoré et autour du président Hollande, la capacité de la France à retrouver ce rôle-là en Afrique. François Hollande a également prononcé une phrase qui est, semble-t-il, passée assez inaperçue. La France paye sa dette au Mali, a-t-il dit, une référence aux combattants africains des 2 dernières guerres mondiales. Est-ce que vous approuvez ces propos ? Oui, effectivement, moi j'ai vu cette phrase ce matin, je suis d'accord avec vous, elle me semble importante parce que elle sort d'abord du prisme parfois obsessionnel de la gauche française, qui est toujours d'être dans la repentance ou la culpabilisation.
Par contre, quand c'est dire des choses positives pour reconnaître le rôle clé qu'ont joué effectivement un certain nombre d'Africains dans notre capacité à lutter contre la barbarie, par exemple lors de la Seconde Guerre mondiale ou même lors de la Première Guerre mondiale, eh bien, cette phrase, moi, je considère qu'elle rejoint la profondeur des relations qui doivent guider à la force entre la France et l'Afrique. On a une histoire particulière avec l'Afrique, on a une histoire particulière avec le Maghreb, et donc c'est logique que nous puissions intervenir dans ces territoires et nous entraider dans les moments les plus difficiles. Ils ont su nous aider quand nous étions en grande difficulté. Il est logique que nous puissions le faire quand eux aussi sont en difficulté. Je me réjouis de voir le terrorisme non pas balayé, parce que nous devons être lucides, mais au moins chassé et repoussé, pour reprendre les propres mots de François Hollande. Alors, Guillaume Pelletier, il y a quand même eu à l'UMP, à droite en général, disons quelques réticences par rapport à l'action qui est menée actuellement au Mali, et ce qu'a dit François Hollande sur le fait qu'on risquait de rester longtemps, sans doute jusqu'à la délivrance totale du pays, va sans doute, disons, donner encore plus d'arguments à ceux qui peuvent s'inquiéter d'un enlisement de la France au Mali. Est-ce que vous faites partie de cela ? Alors, d'abord, moi, je serai toujours aux côtés du président de la République, quelle que soit sa couleur politique, sur les questions internationales. Je crois que c'est une question de patriotisme et d'unité nationale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça ne nous empêche pas... Donc vous désapprouvez Alain Juppé, par exemple, quand il a émis ses réserves ? Ça ne nous empêche pas, collectivement, à l'instar d'Alain Juppé et d'autres aussi à gauche, de rappeler deux choses. D'abord, la nécessité, au bout d'un temps... sur le moyen terme, disons, à la représentation nationale de pouvoir s'exprimer. Je crois d'ailleurs que François Hollande a ouvert une brèche à ce sujet en disant qu'au bout de 4 mois, il solliciterait l'avis de la représentation nationale, des parlementaires, pour appuyer ou non l'action du président de la République. Ça me semble sain qu'on laisse d'abord un temps au chef des armées pour décider seul avec son ministre, avec les services de renseignement, avec les forces spéciales, et ensuite qu'on consulte les partis politiques. Deuxièmement, il y a un vrai problème qu'a pointé Alain Juppé à juste titre, qui n'est pas d'ailleurs forcément de la seule et stricte responsabilité de François Hollande, c'est l'isolement de la France sur la question malienne. On n'a pas vu l'Europe. L'Europe était aux abonnés absents sur cette question essentielle. Bien sûr que nous avons bénéficié de quelques soutiens logistiques britanniques, allemands, italiens, ici ou là. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la France qui a repris le leadership sur cette question-là. Je m'en réjouis d'un côté parce que la France n'aurait jamais dû perdre ce leadership. D'ailleurs, on doit beaucoup sur cette question-là à Nicolas Sarkozy. Ne l'oublions pas, hein, sur les 3 sujets que j'évoquais tout à l'heure, Géorgie, Libye, Côte d'Ivoire. Et pour autant, ça doit poser une vraie question sur le rôle de l'Union européenne. Oui, mais vous-même, Guillaume Pelletier, vous n'êtes pas très partisan d'une Europe de la défense. Moi, je suis partisan. Elle n'existe pas, et on le voit là. Ah bah ça n'existe pas, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Si vous savez, moi ma position sur la question européenne, elle est assez simple, et puis elle a évolué avec le temps qui passe. Et je suis toujours fier d'avoir été l'un des porte-parole du non en 2005. J'avais voté non à la Constitution européenne parce que je trouvais que l'Europe s'y prenait mal et se construisait sur de mauvaises bases. Quand l'Europe est fondée sur la technocratie plutôt que sur la démocratie, quand l'Europe est fondée sur les marchés financiers et les banquiers plutôt que sur l'idée d'un protectionnisme européen, ça va dans le mauvais sens. Mais c'est à l'Europe, au contraire, de savoir s'emparer des grands enjeux. Et les questions internationales, et les questions de défense, et les questions de politique étrangère, ça rejoint évidemment le rôle de l'Union européenne. Pas dans une vision intégrée qui priverait les nations de leur marge de manœuvre, ça il n'en est pas question, mais on peut s'étonner à juste titre de voir l'ensemble de nos partenaires européens très absents sur cette question malienne. Ça veut donc bien dire que l'Europe ne s'est pas construite jusqu'à maintenant d'une façon concrète et positive, et elle ne pourra pas donc se réconcilier avec les peuples européens. C'est l'un des grands enjeux, je pense, qui sera posé à l'occasion des élections européennes de juin 2014. Alors pendant que François Hollande était dans les rues de Tombouctou, hier, les députés au Palais Bourbon continuaient leur examen marathon du projet de loi sur le mariage pour tous, le mariage homosexuel. Le premier article a été adopté d'ailleurs hier. La voie est donc désormais ouverte à cette union. Hier encore, les opposants au mariage pour tous défilaient dans les rues de France, à peu près 80 000 personnes selon la police. Le mouvement donc continue, mais il semble faiblir. Est-ce que vous craignez un essoufflement, Guillaume Pelletier, d'ici le 24 mars et cette date
date pour une nouvelle manifestation nationale? Oh non, d'abord, on était effectivement extrêmement nombreux le 13 janvier dernier, 1 million de Français qui ont défilé à l'appel d'un certain nombre d'associations qui ne sont pas des professionnels des défilés et des manifestations. Donc ça veut bien dire, contrairement, qu'il y avait dans les profondeurs du pays, une volonté très nette de s'exprimer sur ce sujet. Les organisateurs ont choisi à juste titre de faire respirer le mouvement hier et non pas d'organiser une manifestation nationale, mais une centaine de manifestations locales. Moi, j'étais chez moi en Touraine d'ailleurs, avec plus de 3000 Tourangelles et Tourangeaux pour exprimer mon désaccord sur le projet de loi du mariage pour tous. Et je me réjouis qu'il y ait une nouvelle mobilisation nationale, puisque nous avons seulement quelques mois. On sait qu'entre les navettes parlementaires, Assemblée nationale, Sénat, puis à nouveau Assemblée nationale, ce projet de loi devrait être adopté définitivement, s'il l'était, dans le courant du mois de mai ou dans le courant du mois de juin. Donc, à nous de continuer, avec l'UMP puis avec les associations, d'éclairer nos compatriotes et de les alerter sur les conséquences très dangereuses. Et on voit d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, à la fois dans les sondages, il y avait une majorité de Français favorables à l'adoption il y a 3 mois, ils sont aujourd'hui minoritaires. Dernier sondage, 46% seulement des Français sont favorables à l'adoption pour les couples homosexuels, premièrement. Et deuxièmement, le travail parlementaire que nous faisons, par exemple avec Henri Guénaud, avec Christian Jacob, avec Jean-François Copé, tout au long de cette semaine, permet justement d'éclairer nos compatriotes. Regardez ce qui s'est passé sur la question de la GPA. À la fois la circulaire Taubira qui a fait tant de bruit, et puis ces propos hallucinants que je dénonce avec la plus grande vigueur du rapporteur socialiste au Sénat du texte sur le mariage pour tous, dès jeudi soir, sur Public Sénat, qui disait qu'il était favorable à la GPA pour tous les couples, mais pas tout de suite, ajoutait-il, parce qu'il ne fallait pas inquiéter outre mesure les Français. C'est donc bien la preuve que la volonté socialiste, c'est de toute l'année 2013, de multiplier les lois sociétales qui vont abîmer le pacte républicain. Mais alors, une question peut aussi se poser, en tout cas un constat, est-ce qu'on n'assiste pas à un glissement dans ce débat, comme si finalement cette union homosexuelle était actée désormais, que maintenant on était sur un débat plutôt, un terrain davantage éthique, et on parle, comme vous le dites, de PMA, de procréation médicale assistée, ou de GPA, qui est la gestation pour autrui. Est-ce que là, on n'a pas déplacé, est-ce que finalement le débat ne s'est pas tout simplement déplacé ? Ah bah, ce qui est certain, c'est que l'idéologie très archaïque de cette vieille gauche qui veut multiplier sur les sujets sociétaux des retours en arrière très dangereux. Prenons cet exemple que vous avez cité. Nous sommes à l'UMP favorables à une union civile pour que chacun bénéficie des mêmes droits. Pour autant, nous nous opposons à l'idée de mariage, parce que le mariage est là pour protéger les droits de l'enfant. Nous sommes opposés à l'adoption, parce que nous considérons justement qu'il y a un droit fondamental de l'enfant à bénéficier d'un père et d'une mère, et ce projet de loi va introduire une discrimination entre les enfants, c'est-à-dire qu'on va imposer de manière autoritaire à des enfants de père ou de mère, alors que justement tout enfant, nous considérons, tout enfant a droit à un père et une mère. Et puis il y a une dérive progressive, quasi quotidienne, on l'a beaucoup vu cette semaine à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vers la PMA et vers la GPA. Ça me semble extrêmement dangereux, et je dirais qu'aujourd'hui les Français, et nous tous, nous sommes les dindons de la farce socialiste qui a pour seul objectif de masquer l'incompétence économique, l'inefficacité politique du gouvernement Hollande-Hérault par des dérives sociétales extrêmement dangereuses pour notre pays. C'est ça la réalité. Et moi, j'alerte le président de la République et je lui demande de quitter l'autisme. Il est dans une posture et dans une attitude d'autisme. Mais c'était une promesse de campagne déjà, tout de même. Non, mais c'était une promesse de campagne. Enfin, vous savez, y a pas beaucoup de Français qui votent à l'élection présidentielle en connaissant l'alpha et l'oméga des dizaines et des dizaines de propositions de François Hollande. Mais je le reconnais, c'était une position claire de François Hollande à l'occasion de la campagne présidentielle. Sauf que le débat, on le voit bien, le sondage le démontre d'ailleurs, a permis d'éclairer un certain nombre de nos compatriotes, et en gros, on a un pays partagé en deux, de manière très claire sur ces sujets-là. Et donc, la responsabilité d'un président de la République, s'il veut être à la hauteur des enjeux, s'il ne veut pas s'enfermer dans l'autisme élyséen, c'est de donner la parole au peuple français. On ne peut pas imposer, une moitié de Français ne peuvent pas imposer à l'autre moitié une dérive qui va diviser profondément les Français et abîmer ce droit fondamental et ce droit quasi civilisationnel
de l'enfant. Moi, j'appelle le président de la République à quitter cette posture d'autisme et à donner la parole au peuple français en organisant un référendum. S'il est si sûr de son droit, s'il est si fier de cette promesse de campagne, alors qu'il permette aux Français de s'en emparer. Vous savez, la France sortira toujours grandie. Moi, je l'avais dit d'ailleurs à l'époque à Nicolas Sarkozy, et il faudra que la droite française s'empare de cette question-là. La démocratie représentative, c'est une bonne chose. Et effectivement, les parlementaires sont les représentants du peuple. Mais il faut aussi une démocratie participative, régulière sur des grands enjeux de société. On doit s'inspirer du modèle suisse et pouvoir confier de manière régulière sur des grands enjeux de société la parole au peuple. On ne doit jamais avoir peur de la parole du peuple souverain. Guillaume Pelletier, n'y a-t-il pas quand même à droite, par rapport à ces questions, un problème de crédibilité qui tient à notre histoire récente? Sous Jospin, il y a eu des grandes réformes de société, comme celle du PACS notamment, celle des 35 heures aussi, que vous avez beaucoup critiqué, l'UMP, la droite, et puis, bien quand l'UMP et la droite ont été au pouvoir, ils n'ont abrogé ni le PACS, ni les 35 heures, et aujourd'hui, votre programme sur cette question d'union civile, c'est d'aller plus loin encore que le PACS, alors que vous étiez contre il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité de votre parole aujourd'hui, quand vous dites notamment que si vous revenez au pouvoir, eh bien vous abrogerez ce mariage homosexuel? Vous voyez, là encore, par souci d'honnêteté, oui, la droite française doit choisir la voie de l'audace et du courage, à l'instar des socialistes. Les socialistes n'hésitent jamais, quand ils retrouvent pouvoir, n'hésitent jamais à abroger un certain nombre de nos lois. On a vu tout au long des premiers mois du gouvernement Hollande, que ce soit, par exemple, on peut prendre l'exemple des heures supplémentaires qui avaient fait tant de bien pourtant aux ouvriers et aux employés qui ont été abrogé purement et simplement dès le mois de juillet. Donc moi je le dis, si la droite veut retrouver la confiance des Français, veut retrouver cette crédibilité perdue, si la droite française veut redevenir majoritaire en 2017, nous devons être audacieux et courageux et annoncer de manière très claire que oui, nous abrogerons la loi sur le mariage pour tous. En 99 sur le PACS, c'était un autre sujet, c'est-à-dire que l'une des raisons principales de notre opposition, et d'ailleurs Madame Guigou à l'époque y avait répondu, c'était de dire nous savons qu'en votant le PACS, cela conduira un jour ou l'autre au mariage puis à l'adoption. Nous avions donc raison. Pour autant, nous avons toujours été favorables à ce que les homosexuels puissent bénéficier évidemment de droits sur les équivalents sur la question du patrimoine ou des successions. Vous savez, le mariage n'est pas là pour célébrer l'amour. Chacun s'aime comme il l'entend. L'État n'a pas à intervenir dans la vie privée. L'État doit intervenir pour protéger les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Donc nous sommes dans une logique, mais j'entends totalement votre question et j'en suis totalement conscient et très lucide. Nous avons une responsabilité importante. Sur la question des 35 heures, j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec Nicolas Sarkozy, c'était l'un de ses objectifs. Alors il les a quand même totalement réformés à travers les heures supplémentaires qui bénéficiaient, je le rappelle, à 9 millions de Français et qui ont permis de contourner les 35 heures. La défiscalisation... Vous voulez les abroger symboliquement, mais vous savez très bien, comme moi, que dès le mois d'août 2007, c'est-à-dire 2 mois après son arrivée au pouvoir, il a eu à affronter une crise économique et sociale d'une violence inouïe avec, entre autres, la nécessaire sauvegarde du système bancaire qui l'ont emmené sur d'autres priorités. Mais, pour vous donner un exemple, même si je sais que c'est peut-être un sujet que nous aborderons tout à l'heure, avec ma motion La droite forte, nous avons proposé dans la campagne interne, non seulement l'abrogation des 35 heures, mais qui pour moi n'est même plus le sujet, mais que la droite française propose aux Français de passer à la semaine des 40 heures. Alors ça, on va revenir sur la droite forte, mais juste Guillaume Pelletier, puisqu'on parle des grandes réformes sociétales, et notamment de certaines dont la gauche a une initiative en France. On se souvient que la gauche sous Mitterrand a abrogé la peine de mort. Je crois que vous êtes pour qu'elle revienne, dans certains cas, en tout cas, d'actualité. Est-ce que si vous parveniez au pouvoir, elle ferait partie de votre programme, le retour de la peine de mort? Je suis opposé à la peine de mort. Hein. Pardon? Je suis totalement opposé à la peine de mort. Vous êtes totalement opposé à la peine de mort? Ah, totalement. Ah oui, totalement. Ah, c'est récent. Ah non, dans notre projet, par exemple, sur la droite forte, vous retrouverez sur les parties questions justice et vie régalienne de notre pays. Moi, je considère qu'on a en France des outils suffisants. Ah non, mais vous-même, Guillaume Pelletier, vous étiez favorable à la peine de mort il n'y a pas si longtemps. Vous avez changé d'avis?
Non, en 2006-2007, à une question sur un plateau de télévision où on m'interrogeait, j'avais dit que sur cette question-là, on aurait pu envisager un référendum parce qu'on voyait que les Français étaient là aussi très divisés et très crispés sur cette question. Et moi, je considère que sur des enjeux importants, il est important de confier la parole au peuple français. Mais personnellement, politiquement, je suis opposé à la peine de mort dans tous les cas de figure. Alors, revenons à la vie de... Mais par contre, je Oui. suis favorable à une vraie perpétuité, à sortir de ce laxisme judiciaire qui abîme profondément, là aussi, le pacte républicain. Il y a un laxisme généralisé dans notre justice sur lequel, évidemment, il nous faut revenir en rétablissant les peines planchées, en rétablissant les tribunaux correctionnels pour mineurs. Et là, Nicolas Sarkozy avait fait beaucoup de choses lors du précédent quinquennat. Revenons, Guillaume Pelletier, si vous le voulez bien, à l'avis de l'UMP, justement, l'UMP qui s'apprête donc désormais à vivre au rythme des municipales, ce sera en 2014, et à Paris, on en parle beaucoup, notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est vraisemblablement désormais la mieux placée, mais il y a encore beaucoup de conditionnels, puisque ça n'a pas l'air d'être cela pour tout le monde. En tout cas, sa candidature n'a pas l'air de s'imposer pour tout le monde. Le 10 ans, je pense à Rachida Dati, à Jean-François Legarré et à quelques autres. Est-ce que vous pensez que ces primaires pour les municipales pourraient à l'UMP rappeler d'autres primaires pas si lointaines? Ou d'autres... je crois que dans les grandes villes, quand nous n'avons pas un maire sortant, il est indispensable que nous prenions le chemin des primaires. Je crois que les primaires, qu'elles soient locales pour les très grandes villes et pour les élections municipales, comme pour l'élection présidentielle de 2017, il nous faudra une primaire. C'est devenu indispensable pour créer une dynamique et permettre de trancher entre plusieurs talents. On a à Paris, à l'évidence, plusieurs talents. François Fillon, pour moi, était le premier candidat légitime, mais c'est à lui Il semble passer désormais la main à d'autres, selon toute Voilà, mais je considère qu'il a l'épaisseur, la stature, l'expérience et l'autorité pour incarner une alternative crédible à la gestion de la Noé Hidalgo. Nathalie Kosciusko-Morizet, que je connais bien et que j'apprécie particulièrement, parce qu'on a travaillé ensemble aux côtés de Nicolas Sarkozy dans la campagne présidentielle de 2012, en a aussi toutes les qualités, cette modernité, cette capacité à porter des projets novateurs et audacieux. Je pense aussi à Pierre-Yves Bournazel, qui est un conseiller du 18e, 19e arrondissement et qui a la force de la jeunesse. Donc il y a un certain nombre de talents et c'est les Parisiens, les sympathisants de droite à Paris qui devront trancher. Vous-même, vous avez une idée, non? Vous ne votez pas à Paris, je pense, mais vous avez quand même une personnalité qui doit vous toucher plus qu'une autre. Les trois que j'ai cités, si on croit aux primaires, on va pas chacune et chacun, avant même l'organisation de la campagne et le développement de ces primaires, donner son avis. Je pense que chacune des trois personnalités que j'ai citées, François Fillon serait automatiquement la plus légitime, puisqu'il est l'ancien Premier ministre, il est député de Paris, mais c'est à lui de le décider. Nathalie Kosciusko-Morizet a des qualités indéniables pour ce faire, et puis Pierre-Yves Bournazel en a l'énergie de la jeunesse. Mais... Je crois, par exemple, si François Fillon venait à renoncer, que Nathalie Kosciusko-Morizet, un certain nombre de personnalités comme Pierre-Yves Bournazel, permettrait de porter justement une très belle alternative à ce système vieillissant. On sent bien que Guillaume Pelletier, c'est pas possible de citer trois personnalités comme ça, quasiment au même niveau. Ça, vous parlez de François Fillon, l'ancien Premier ministre, qui a occupé plusieurs postes ministériels très importants, qui est une personnalité connue nationalement, et donc qui effectivement aurait sans doute des chances contre Anne Hidalgo à Paris, des chances, quelques chances, mais c'est pas facile, comme vous le savez à Paris, vous qui connaissez bien la question des sondages, vous savez que Anne Hidalgo, pour l'instant, dans tous les cas de figure, est gagnante, mais de placer Fillon et Pierre-Yves Bournazel quasiment parmi vos trois candidats préférés, ça paraît quand même étrange de votre part. Pour vous, quelqu'un comme vous qui est aussi fin sur l'analyse politique. Non, ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai d'ailleurs placé en 1 François Fillon, sauf que je suis très attentif à ses différentes prises de position, et j'ai noté qu'il donnerait sa position dans les prochaines semaines, et que si François Fillon venait à se retirer, on va pas le forcer, le contraindre. C'est ça que j'ai... Non, bien sûr, bien sûr. Si François Fillon disait « j'y vais, j'ai envie d'y aller », j'ai dit tout à l'heure qu'il me semblait le mieux placé compte tenu de sa stature, de son autorité et de son expérience. Je peux pas mieux dire. Ah non, mais vous avez pas vraiment dit votre préférence entre ces trois personnalités, c'est un peu surprenant, quoi. Ah non, mais si les trois, je le répète, pour être encore plus précis, j'ai peut-être été imprécis, si ces trois personnalités étaient candidates, ce que personne ne sait pour le moment,
moi, je souhaite que François Fillon soit le candidat. D'accord. Mais je ne peux pas lui imposer de l'être. Bon, merci de cette précision. Et on sent bien qu'il se pose un certain nombre de questions. Et évidemment, je mets une hiérarchie en deuxième étape. Si François Fillon venait à renoncer, Nathalie Kosciusko-Morizet me semble la mieux placée. Ok. Question sur l'UMP national, à droite forte, votre courant, mouvement, est arrivé numéro 1 lors du vote des motions. Hein, et on a pourtant l'impression qu'elle est peu présente, et en tout cas que ses leaders sont peu présents dans la nouvelle direction. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu décevant pour vous ? Non, alors, effectivement, d'abord, je me réjouis parce que, à la surprise générale, et grâce d'ailleurs à la confiance de dizaines de milliers de militants de l'UMP, parce que je rappelle que 180 000 adhérents ont voté pour Copé ou Fillon, et quasiment autant, 176 000 ont voté pour les motions. C'est donc bien la preuve que l'idée, à l'origine portée par Jean-Pierre Raffarin d'ailleurs, de permettre aux sensibilités d'être portées par les militants et représentées dans les instances nationales et locales du mouvement, c'était une bonne chose et ça a été apprécié par nos militants. Deuxièmement, il est indispensable que nous soyons représentés. C'est une question d'heure, je crois, puisque cet après-midi ou au plus tard demain matin, la direction de l'UMP va être présentée à la presse et aux militants. Et bien entendu, nous y aurons une place de choix. Laquelle, vous le savez déjà ? Très clair. Oh bah oui, on aura un certain nombre de responsabilités. Attendons la présentation, mais il y aura une vice-présidence pour notre motion. Il y aura des statuts à la Commission nationale d'investiture. Je serai, par exemple, dès matin au petit déjeuner de l'opposition qui réunit le comité stratégique, les 20 personnalités de l'UMP. Donc évidemment que dans les heures qui viennent, et c'est bien logique, la droite forte va être représentée. Et nous avons décidé, dès le lendemain de l'élection, de ne pas participer à ce feuilleton pitoyable. Nous avons offert quand même collectivement une image déplorable de la politique pendant plus d'un mois. Et donc nous sommes repartis sur le terrain. Nous organisons des conventions thématiques, des forums régionaux, parce que nous avons deux responsabilités à l'UMP, surtout nous, la nouvelle génération, et surtout nous qui sommes arrivés en tête lors du vote des motions, c'est l'unité et les idées. L'unité d'abord, tout faire pour que la droite soit à nouveau unie et réunie et rassemblée à l'occasion des élections municipales, européennes, sénatoriales de 2014, cantonales et régionales de 2015, et puis que la droite fasse la révolution des idées. Ne croyons pas une seule seconde que nous retrouverons le chemin du pouvoir et que nous retrouverons la confiance des Français juste parce que la gauche est incompétente et impopulaire. Il va nous falloir réinventer un corpus idéologique et programmatique. Nous y avons beaucoup travaillé, d'ailleurs tout au long de la campagne interne. Si vous regardez bien, nous avons fait avec la droite forte, pour l'UMP, 80 propositions. J'en évoquais une tout à l'heure, la semaine des 40 heures. Je pourrais aussi parler des questions économiques et sociales, du rôle clé des PME et des TPE, de la refondation européenne ou de la révolution judiciaire que nous appelons de notre vœu. Il y a plein de propositions que nous allons porter tout au long de l'année 2013 au sein de l'UMP. Une dernière question, Guillaume Pelletier, que va vous poser Yves Deray, une sorte de rapprochement entre la constitution israélienne et... Oui, vous savez, on vient de vivre, de suivre, nous ici RCJ, d'assez près les élections en Israël. J'imagine que vous avez suivi ça aussi, en expert électoral que vous êtes. Donc vous avez vu que le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, est arrivé en tête de ces élections. C'est un peu le parti, disons, frère de l'UMP ici en France, hein, puisque je crois que tous ces partis-là siègent au sein d'une même organisation internationale. Et vous savez sans doute que Netanyahou est en train d'essayer de former une coalition qui va, disons, du centre à la droite, et même à la droite nationaliste, et même à la droite nationaliste et religieuse, le parti Le Foyer Juif. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu rêver, vous, ici en France, une grande coalition comme ça, qui irait du centre à la droite, et pourquoi pas jusqu'au Rassemblement Bleu Marine? D'abord, on ne peut pas comparer la politique israélienne à la politique française. C'est pas du tout le même mode de scrutin, c'est pas du tout les mêmes partis politiques. Même si je comprends que on puisse faire ici ou là des rapprochements entre le Likoud et l'UMP, par exemple, certes et soit, mais c'est pas du tout la même chose. Nous, en France, de manière très claire, nous sommes opposés à tout accord avec les dirigeants du Front National et nous pensons que la droite française ne pourra retrouver le chemin de la victoire qu'en étant large, mais clair sur ses valeurs et ses positions. Ça veut dire quoi, clair sur ses positions et ses valeurs? C'est d'abord, l'UMP, c'est 35% des Français environ dans les études d'opinion, c'est le premier parti de France, et donc nous avons une responsabilité importante. Nous sommes le navire amiral
de l'opposition. Nous avons des partenaires, comme l'UDI, avec Jean-Louis Borloo, et c'est important. Il y a aussi un certain nombre d'indépendants. Moi, je crois que on a d'abord une première responsabilité, c'est de nous ouvrir au maximum à la société civile et permettre au maximum de responsables associatifs, de chefs d'entreprise d'intégrer cette plateforme de l'opposition. Deuxièmement, de nous adresser au quotidien aux angoisses et à la désespérance des électeurs qui choisissent le vote Front National, qui est un vote, qui est une impasse absolue, parce que le Front National ne veut pas résoudre le problème des Français, il ne fait qu'en vivre. Donc malgré tous ces efforts, Marine Le Pen n'arrive pas à, disons, décloisonner son parti. Mais on n'a rien à voir avec Marine Le Pen pour une bonne raison. Je vais vous donner un exemple, mais il y en aurait un seul, s'il vous plaît. Elle a fait voter pour François Hollande. Elle est comptable. Elle a beau se plaindre et hurler sur les plateaux de télévision, c'est elle qui a permis, entre autres, la victoire de François Hollande. Donc, ces leçons de morale sur la situation politique nationale nous sont insupportables. Par contre, nous ne mettons pas dans un même sac les dirigeants du Front National et les électeurs du Front National, qui ne sont pas des citoyens de seconde zone, et que nous avons pour devoir d'interpeller et d'expliquer au quotidien les solutions crédibles que nous portons, nous, à l'UMP, pour résoudre leurs problèmes. Alors qu'en Israël, vous l'avez bien vu, la percée de Yair Lapid, qui est très intéressante, le renouveau extraordinaire à la Knesset, je crois qu'il y a 40% de nouveaux députés, et puis cette capacité de Benjamin Netanyahou, justement, de rassembler sur des questions très précises, la conscription obligatoire pour les ultra-orthodoxes, la modification du mode de scrutin. Vous voyez bien que ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques que nous connaissons en France. Benjamin Netanyahou est arrivé en tête, même s'il a perdu, je crois, une dizaine de sièges. La surprise, c'est l'arrivée du centre droit, mais surtout de la société civile, parce que Yair Lapid, si j'ai bien compris, a constitué justement une liste de gens très, très différents de ce qu'on a appelé la majorité silencieuse israélienne, et je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, je suis passionné depuis longtemps par la politique israélienne, et j'ai évidemment suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention on voit ça. Ces élections. Nous devons mettre un terme à cette émission, Guillaume Pelletier, avec cette question de notre partenaire mybooks.fr. Guillaume Pelletier, quel est votre livre de chevet ? Alors, pour être très franc avec vous, j'en ai toujours plusieurs. Le principal, c'est Talleyrand, le prince immobile d'Emmanuel de Varesquiel, qui est un ouvrage absolument extraordinaire sur ce personnage ô combien passionnant et ô combien complexe de la politique française. Un ouvrage un peu plus léger et très marquant, très, très émouvant, N'oublie pas que je t'aime, de Jérôme Arnaud Wagner, qui raconte l'histoire, justement, son histoire d'amour, alors que lui-même a perdu sa femme, et il lui rend dans cet ouvrage un hommage absolument magnifique. Et puis, puisque c'est le festival de la BD, le dernier Black et Mortimer, le serment des 5 lords. En deux mots, il est encore utile en deux mots, en 2013, de s'inspirer de Talleyrand pour faire de la politique ? Oh, bah, il n'y a pas que, vous savez, moi, je suis passionné par Mazarin, pour être très franc avec vous, mais je crois que tous les personnages, il faut les étudier, les comprendre. Moi, mon premier métier avant d'être chef d'entreprise, c'était professeur d'histoire-géographie. Donc, je suis un passionné d'histoire et de géographie, et donc de tous les enjeux, de toutes les personnalités qui ont fait la France ces dernières années, ces dernières décennies, ces derniers siècles. Et ce sera le mot de la fin de votre grand entretien. Merci Guillaume Pelletier d'avoir répondu à nos questions. Un grand entretien que vous pouvez réécouter sur notre site radio-rcj.info. Bon dimanche à tous.